Bonjour Marie-Lise et bienvenue sur ma chaîne YouTube Mohamed Silla Coaching. Alors, j'ai l'immense plaisir de te recevoir et tu nous as fait l'honneur d'accepter l'invitation et merci pour ça. Je commence Merci. par comment vas-tu Marie-Lise La Bonté? Eh bien, aujourd'hui, aujourd'hui, ce fut Aujourd'hui, une oui, journée à la course, pas mal. Et sinon, je vais très bien, hein. J'ai fait des choix qui m'ont amené dans un changement de vie. Et je suis en train de le vivre, de l'intégrer. Et je trouve que ça va vraiment bien. très bien, merci. Euh, alors, pour ceux qui nous regardent, qui ne la connaissent pas encore, vous allez découvrir qui est Marie-Lise Labonté. Déjà, pour commencer, je vais faire l'introduction. Alors, Marie-Lise Labonté est psychothérapeute et aussi écrivaine. Donc, elle a écrit pas mal d'essais. J'en ai quelques-uns ici. J'ai pas pu tout amener, donc c'est déjà pas mal. Et j'aimerais commencer par parler de ton dernier ouvrage qui est Traverser la nuit de l'âme. Alors, Hmm. Traverser la nuit de Nuit l'âme. noire. Est-ce que tu peux, Marie-Lise, nous en parler un petit peu? Déjà, je sais que c'est l'actualité, c'est un livre, c'est un essai qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Mhm. Comment l'idée t'est venue et comment t'es arrivé à écrire Traverser la nuit de l'âme? La nuit noire de l'âme. La nuit noire de l'âme. Ah oui, très important de Et préciser, effectivement. oui, et renaître à soi, hein, c'est tout ça le titre. C'est D'accord. important. Mhm. Alors, ta première question, c'est comment j'en suis venue à écrire ce Tout à livre? fait. OK. Bien, écoute, pour l'avoir vécu au moins deux fois, cette traversée de la nuit noire de l'âme, j'ai ressenti vraiment le besoin de partager ce vécu avec le public et aussi, n'ayant pas été la seule à l'avoir vécu, donc reprendre aussi contact dans mon intérieur avec ce que j'ai vécu avec certains de mes patients qui ont traversé cette nuit noire de l'âme. Alors, ça m'a pris quand même un an et demi de réflexion Oui. avant de me mettre à l'ouvrage, c'est-à-dire de présenter un squelette de livre à l'éditeur, que le livre soit accepté, et là, de me mettre dans le processus d'écriture. Alors, ce fut magnifique de l'écrire, exigeant, bien sûr, parce que je parlais indirectement de moi et aussi de mes patients. Et je l'écris à deux voix, VOX, au je et au nous. Donc, le je, c'est pas juste moi qui parle, c'est aussi ce que mes patients ont vécu. Puis le nous, c'est une vision beaucoup plus vaste de la globalité du processus, qui est une grande exploration aussi mystique, spirituelle, physique, émotionnelle, psychique. Ouais. Très bien. Pour commencer, j'ai pris quand même quelques notes euh, pour ton actualité aussi. On en reparlera pour aider effectivement les personnes qui nous regardent et qui nous écoutent s'ils veulent aller un peu plus loin dans les démarches d'individualisation, enfin un travail individuel et de cœur, de guérison. Alors, tout ça sont des sujets qu'on évoquera tout à l'heure. Et j'aimerais d'abord rentrer dans ton parcours. Mhm. Euh, je sais que tu as fait tes études de psychothérapeute aux États-Unis. Euh, Oui. et j'aimerais savoir à quel moment tu as compris que tu étais t'étais faite pour ce travail-là, pour devenir psychothérapeute. À quel moment dans ta vie tu t'es dit, voilà, c'est ça
mon Mhm. chemin et je vais vers ça. Qu'est-ce qui Oui, t'a poussé en fait à choisir ce chemin-là? oui. Alors, bien, disons, comme étude universitaire, j'ai fait une maîtrise en orthophonie, qui est logopède, je pense que vous appelez ça en France comme ça, et audiologie, c'est-à-dire explorer, aider les gens qui ont des accidents de travail au niveau des oreilles. Mhm. Et, euh, et j'ai pris conscience que ce qui m'intéressait le plus dans toutes mes études universitaires, c'était vraiment la psychologie des gens, c'est-à-dire, donc, je me suis spécialisée, j'ai fait ma thèse, j'ai même traduit un livre de l'anglais au français parce que j'ai étudié à l'Université de Montréal, euh, sur le bégaiement. Et parce que le bégaiement, c'est pas juste un problème de langage, c'est aussi toute une dimension somato-psychique, je dirais, qui se cache derrière le bégaiement. Entre-temps, pendant que j'explorais le bégaiement, que je faisais mes stages et tout à l'Université de Montréal, j'étais moi-même atteinte d'une maladie incurable qu'on appelle l'arthrite rhumatoïde, euh, que j'ai été atteinte de cette maladie quasi dès le début de mes études universitaires. Et j'ai fait toutes mes études avec cette maladie qui n'a fait qu'empirer, malgré mes grands efforts de compréhension. J'ai été suivie par un psychiatre spécialisé dans la psychosomatique, parce que les maladies auto-immunes, comme l'arthrite rhumatoïde, on les met dans les catégories psychosomatiques. C'est-à-dire qu'il y a une influence beaucoup de la psyché sur le fait que le système immunitaire dans la maladie auto-immune s'autodétruit. Détruit le corps. Donc, Mhm. ça cache une autodestruction psychique, psychologique, Mhm. émotionnelle que je vivais, mais c'était plus ou moins conscient. Et c'est pour ça que la maladie a évolué. Puis à l'âge de 25 ans, une fois que j'ai eu ma maîtrise et que j'étais déjà en train de, comme professionnelle, travailler dans un hôpital, j'avais mon bureau, je rencontrais mes jeunes patients atteints de bégaiement, que là, je me suis dit, il manque un chaînon manquant dans ma propre relation à moi-même, parce que ma tête va mieux et mon corps dit l'inverse. Et là, je trouvais qu'il y avait quelque chose qui n'arrivait pas à se rejoindre en moi. Mhm. Et c'est là où j'ai compris vraiment que je vivais pas vraiment la vie que je voulais mener et que je vivais plus la vie de mes parents. Donc, Mhm. c'est bien de prendre conscience de ça à 25 ans. Il y en a qui prennent conscience de ça à 21 ans, puis il y en a qui prennent conscience de ça à 60 ans. Donc, plus tôt s'éveille cette conscience, mieux c'est. Alors voilà, donc j'ai tout quitté pour aller me guérir. J'ai rencontré quelqu'un qui vivait à Paris et qui, je sentais qu'en présence de cette personne qui avait écrit le livre Le corps a ses raisons, Madame Bertherat, Mhm. que j'avais vraiment la piste de la guérison pour moi. Alors j'ai tout quitté et je me suis rendue à Paris avec le peu de sous que j'avais et j'ai suivi ses cours. J'ai écrit mon journal personnel, j'ai continué mes études pour mieux comprendre le corps parce que mon corps était très atteint. Mhm. Et voilà, j'ai réagi. Et ce n'est qu'après que j'ai fait mes études en psychothérapie, parce que dans mes études universitaires, on faisait des études en psychologie, mais je trouvais que les études de psychologie universitaire n'étaient pas intéressantes du tout. On s'occupait plus de statistiques que d'études vraiment de la psychologie. Et c'est pour ça que quand je suis revenue au Québec et que j'ai présenté cette nouvelle méthode de travail sur le corps, et beaucoup de gens
m'ont suivi dans cette exploration, je me suis dit, j'ai envie d'aller plus loin. Alors, je suis allée en Californie étudier avec le docteur Simonton, comme les Français l'appellent, et qui, lui, a fait c'est un oncologue, donc il a écrit un livre avec sa femme, psychologue, sur le cancer. Une approche révolutionnaire du cancer, à la fois les traitements et à la fois la visualisation créatrice de guérison. Alors, j'ai étudié avec lui et après, je suis allée à New York dans un institut de psychothérapie. Et donc, ce que j'aimais aussi, c'est que le travail sur moi se poursuivait. C'était pas juste des études mentales, c'était euh, toute une recherche au niveau émotionnel, mes croyances, les conditionnements. Donc, j'ai étudié pendant 1 an et demi à New York et j'ai même travaillé là-bas et tout. C'était une très belle expérience. Ouais. Ouais. Voilà, c'est ce qui Merci, fait que c'est mon changement de vie ce changement de vie. premier. Alors, dans ce que tu as dit, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup d'informations que j'ai envie de décortiquer avec toi et qui sont vraiment nécessaires pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent. Parce que dans ton vécu, euh, il y a effectivement, tu as osé tout quitter, déjà pour Oui, venir à Paris et oui. remettre tout en question donc, de tes études initiales Mhm, et, mhm. partir sur quelque chose. Tu sentais qu'il te manquait quelque chose et tu t'es dit non, il me manque quelque chose dans ma chaîne de compréhension et pour te respecter et pour aussi Oui, devenir ce que tu es devenu aujourd'hui. Et tu as tout quitté, oui, tu as osé tout quitter. oui, Ça c'est un élément que j'ai envie d'approfondir avec toi. Et puis l'autre, oui, que j'aimerais qu'on continue là-dessus, c'est, tu as dit, tu ne fais plus les études pour tes parents ou tu ne travailles pas pour... voilà, tu voulais faire des choses pour toi-même, donc ta propre oui, inspiration. Euh, c'est ça. voilà. Alors, quelles sont les clés que tu as eues, toi, Marie-Lise, pour dire, OK, clairement, ce que je suis en train de faire, c'est un conditionnement, euh, c'est quelque chose que je Oui. porte de mes parents. euh, et là, effectivement, je dois me centrer et trouver ce qui m'inspire moi. Quelles ont été les clés pour toi, en fait? Mais je parlerais plutôt de déclencheur. C'est Mhm. quand j'ai vu que la maladie évoluait, l'arthrite rhumatoïde à 25 ans, et que je ne pouvais plus vivre ma sexualité parce que j'étais atteinte au niveau des hanches. Et pour moi, c'est pas possible. Hmm. C'est la chaise roulante qui s'offrait. Euh, il y avait comme une vie que j'aurais pu poursuivre, très tracée, mon doctorat, enseigner à l'université et la chaise La roulante. chaise roulante. Hmm. Plus de vie sexuelle. Et là, je me suis dit, non, Mhm. j'ai refusé cette vision qui est venue à moi et je me voyais mourir. On ne meurt pas d'arthrite rhumatoïde, mais on meurt des médicaments. Hmm. Alors, donc, non, j'ai dit non. Et je suis le livre de Madame Berthera, donc un livre que j'avais déjà sur ma bibliothèque, mais que j'avais jamais ouvert. Et là, ça m'a vraiment parlé parce qu'elle dit à quelque part, le corps a ses raisons. Hmm. Et je percevais que mon corps ne me mentait pas, que je pouvais continuer à me mentir avec ma tête, mais pas avec mon corps. Hmm. Et donc, je suis allée vers ce travail, cette exploration avec elle, d'une approche psychocorporelle qui passe par le corps vers la psyché. Et j'avais fait l'inverse. J'avais fait 4 ans de psychothérapie de la psyché vers le corps et je voyais que le corps ne suivait pas. Hmm. Et c'était pas la faute de mon psychosomaticien ou la faute du médecin spécialisé en arthrite, le rhumatologue, non.
c'était pas ma faute non plus, sauf que il y avait vraiment quelque chose que je n'arrivais pas à retrouver et à libérer à l'intérieur de moi. Et ça s'est fait par le corps. Donc, quand j'ai tout quitté pour aller vivre à Paris, bien, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des pratiques psychocorporelles en groupe et j'ai écrit mon journal et je suivais toute la libération. Et c'est Wow. là que j'ai pris conscience que je vivais la vie de mes parents. Mais Mm. avant, j'en étais pas consciente. C'est ça. Mm. C'était inconscient. Mm. Mm. Alors, Wow. j'étais très frustrée. J'avais beaucoup de colère refoulée, beaucoup de tristesse refoulée, parce que j'étais pas heureuse dans tout ce que j'avais vécu dans mon enfance. Ouais. Mm. Mm. Wow. Alors, comment pour aider ceux qui nous regardent et qui viennent d'entendre ce que tu viens de nous partager, comment les aider à avoir ce déclencheur, le Ouais, ce déclic, déclic. voilà, le déclic, le fameux déclic. D'ailleurs, tu en as écrit un livre, hein, le déclic, Oui, qui est là, hein. oui, Voilà. Et c'est ça. comment arriver à avoir ce déclic? Parce que toi-même, tu viens de le dire, tu ne le savais pas, c'était inconscient. Et donc, ça veut Oui, dire que c'est de l'ordre de l'inconscient. Euh, comment, pour les gens qui nous écoutent, comment ils peuvent savoir que ce qu'ils sont en train de faire n'est pas quelque chose qui a été oui. programmé ou ordonné par l'environnement ou les parents? La mission parentale. Euh, Mon déclic, moi, c'était la douleur. Mhm. À un moment donné, je souffrais tellement que j'arrivais plus à me lever de mon lit. Euh, euh, Puis je vivais seule, je vivais refermée sur moi-même. Je m'étais éloignée de mes amis parce que j'étais comme personne avait nécessairement envie de me côtoyer parce que j'étais tellement en souffrance. Peu importe les médicaments, j'avais pas de morphine, des choses comme ça, mais je pense que j'en aurais eu besoin, hein. Sauf que la douleur, à un moment donné, je me suis dit, si je continue comme ça, je vais mourir de douleur. Mhm. Alors, c'est comme si j'ai frappé le fond de la piscine, c'est une image, hein. Puis, j'ai commencé à remonter. Par exemple, cette dame, dans son livre Le corps a ses raisons, proposait des exercices à faire, physiques, hein, avec des balles de tennis. Et j'avais acheté les balles, elles reposaient sur ma bibliothèque aussi. Et, euh, et je me suis dit, j'ai rien à perdre que de rouler au sol, parce que je ne pouvais pas me lever, et Mhm. de tenter de faire certains mouvements avec les balles de tennis. Et déjà ce soir-là, je me souviens très bien, j'ai eu une diminution de ma douleur, je Wow. dirais de 10%. Wow. C'était énorme pour moi. Juste Et mécanique, en là, fait. j'ai Ça, c'est vraiment compris. mécanique, quoi. Ben, c'était physiologique aussi, mais j'avais rien à perdre. Hmm. J'avais déjà l'impression d'avoir tout perdu. Hmm. Alors, quand j'ai gagné, je sais pas, moi, du 10% de bien-être, je me suis dit, ça y est. Est-ce qu'on peut dire, Marie-Lise, que tu as traversé la nuit noire de l'âme à ce moment-là, justement? Ah oui, Ouais. définitivement. Hmm. J'étais dans la noirceur et ce qui inspirait une respiration, c'était quand je m'arrêtais pour faire les mouvements 3 fois par jour. Hmm. Ça, c'est une formule très importante, le 3 fois par jour, Hmm. matin, midi et soir. Et comme ça,
la douleur continuait de diminuer. J'avais toujours de l'arthrite, c'est sûr, hein. Par contre, je commençais à percevoir de la lumière Hmm. dans mon corps, parce que c'était une noirceur totale, là, tellement de souffrance et plus de vie. J'avais plus de vie personnelle. J'étais juste centrée sur avoir moins mal. Et petit à petit, donc ça c'était en janvier, je crois, et en mai, j'avais mon billet d'avion pour partir à Paris. Hmm. Donc, ça n'a pas pris. En mars, quand j'ai vu que j'allais de mieux en mieux, je me suis dit, c'est la voie de la guérison pour moi. Hmm. Wow. Et Donc, ce fut la voie de la guérison la pour voie de moi. la guérison. Ouais, Ouais, ouais. Est-ce qu'on ouais, peut aussi dire, là, c'était corporel, donc par un traitement psychocorporel, visiblement. oui, Euh, Est-ce qu'on peut dire aussi pour euh, quelqu'un qui traverse la nuit noire, donc quelqu'un qui est dans une oui, dépression totale, ou une douleur psychique, et pas oui, forcément corporelle, peut aussi, par des mouvements corporels, euh, faire rentrer de la lumière dans son être. oui, oui, oui. Je pense que le corps offre une très grande solution. Mhm. Tout dépend de comment nous le rencontrons. Si il y a des gens qui sont dans un état dépressif, mais ils ne veulent pas le voir. Il y a des gens qui sont sur le point d'avoir un burn-out, hein, un épuisement. Ils ne veulent pas le percevoir et ils vont faire beaucoup de sport pour se donner l'hormone de la dopamine, qui est une hormone de bien-être, de relaxation. Et le jour où ils se blessent au sport, là, ils rencontrent finalement ce qui était latent. Mhm. Il n'y a plus de Donc, compensation, quoi. c'est ça. Et donc, le corps, ça dépend comment nous le traitons. De mon côté, j'ai été obligée de l'écouter pour me libérer de ma souffrance qui était physique, émotionnelle et psychique. Mhm. Oui. Mhm. Alors, même si ce n'est que psychique, le corps aide à libérer la souffrance, le psychocorporel. Pas nécessairement l'entraînement physique aide, c'est sûr. Tout est possible. Euh, En même temps, on ne va pas nécessairement libérer des émotions ou des souvenirs ou des mémoires. Mhm. C'est Mhm. ça le psychocorporel. Ouais. Alors, pour ceux qui nous regardent, je rappelle, ou ceux qui prennent le train en cours de route, nous sommes avec Marie-Lise Labonté, psychothérapeute et auteure de plusieurs ouvrages, plusieurs essais. Marie-Lise, tu as notamment créé une méthode de libération des Oui, cuirasses, donc la MLC. Est-ce que tu peux oui. nous en dire un petit peu euh, à quoi consiste la méthode et comment cette méthode arrive à aider les personnes qui sont sur le chemin de la guérison comme tu l'as été. Eh bien, c'est une méthode que j'ai développée à travers mon auto-guérison Mhm. et j'ai vraiment suivi de très près le processus de, de guérison que j'ai vécu d'une maladie incurable. Et ça a pris 1 an et demi de travail sur mon corps et mes émotions, c'est-à-dire libération émotionnelle, journal, exploration psychocorporelle. Et au bout d'1 an et quelques, je pouvais marcher, courir, danser. Mais quand je suis arrivée à Paris, j'étais avec 2 cannes. Ah oui. Donc, on peut dire, waouh, c'est miraculeux. C'est, c'est aussi que j'avais une discipline pour à tous les jours pratiquer ça, écrire, aller étudier. Je voulais comprendre les cuirasses, justement, de William Reich.
qui est un psychanalyste, qui a amené la, le mot cuirasse et qui a dit, mais notre corps est cuirassé comme ça ressemble à des enfermements hein, qui sont à la fois physiques, psychiques, émotionnels. Tout est dans notre chair. Et alors, petit à petit, je me suis dit un jour, je vais écrire un livre, c'est clair. Et ce livre, je l'ai écrit, c'est S'auto-guérir, c'est possible. En Et 84, c'est ça, hein, c'était ton premier ouais, ouvrage, hein? c'est ça, j'ai retracé euh, finalement mon histoire et ma libération. J'ai vraiment connu, puisque je pouvais marcher, courir, danser, j'ai connu une libération physique. C'est sûr que j'avais été opérée dans un genou, non pas une prothèse, mais disons qu'ils ont nettoyé ce que l'arthrite faisait dans mon genou. Donc, j'avais quand même un genou un petit peu handicapé, Mhm. mais ça ne m'a pas empêché de continuer ma vie et de continuer ma recherche. Et après mon année et demie de psychothérapie à New York, petit à petit, j'ai commencé à écrire le livre quand je suis revenue à Montréal. Et j'ai commencé à cerner cette méthode que j'ai créée. Parce que je ne suis pas partie du ciel, je suis partie De de ton mon expérience. corps, des mouvements et tout ça. Mhm. Ouais. Mhm. Oui, tout à fait, Marie-Lise. Alors, tu as dit tout à l'heure, donc les cuirasses. Est-ce qu'on peut dire que ces cuirasses-là, euh, on les a avec les parents, l'environnement et le temps? Ben, les cuirasses, ce sont des protections Hmm. que l'on se met, mais c'est pas conscient. Alors, dans l'enfance, même la petite enfance déjà, mon corps, mon corps d'enfant va s'identifier au corps des parents. C'est tout à fait naturel, cette période d'imitation, imiter le corps de ses parents, si les parents sont présents, bien sûr, ou imiter le corps de son tuteur. L'enfant a besoin d'identité pour se sécuriser. Mais à un moment donné, à 40 ans, si j'ai encore en moi le corps de mon père ou de ma mère, là, ça bloque ma, la connaissance de moi-même, mon territoire. Si dans mon territoire, parce que le corps, c'est comme une maison, hein, Mhm. si dans ma maison, j'ai mes parents, eh bien, je vais mal habiter ma maison. Je vais l'habiter avec eux, que ce soit avec la colère, la tristesse, les émotions, etc. Hmm. C'est ce qui va faire Alors, je ne sais pas si l'image l'image. t'interpelle, hein. Oui, oui, bah, j'espère pour les gens qui nous regardent si l'image est claire. C'est une protection un peu comme les oignons, en fait, hein, on rajoute des couches. Oui, Et au final, ça. est-ce qu'on peut dire, Marie-Lise, lorsqu'on a ces plusieurs couches de protection qui nous ont servi pendant la petite enfance, Oui, et à un moment donné, à l'âge adulte, on doit prendre des décisions, on doit se choisir, eh bien, peuvent oui. influencer finalement nos choix et peuvent même, quelque part, euh, dans l'influence, nous amener à des chemins qui ne sont pas enfin, le chemin qu'on aurait choisi si on n'était pas cuirassé à ce moment-là. Oui, ben, c'est-à-dire que les cuirasses, elles vont altérer les sens. Hmm. Donc, je vais moins voir, moins entendre, moins ressentir ma vie émotionnelle. Et ça, c'est important parce que les émotions sont un mouvement de vie, c'est une décharge hormonale dans mon sang. Et si je bloque, bon, je vais avoir quand même la décharge, mais si je nie mes émotions, si je nie mes besoins, mes sentiments, eh bien, je nie une grande partie de mon être. Hmm. Et le but des cuirasses, c'est que ça bloque l'expression spontanée, l'élan de vivre, ça maintient la noirceur, l'enfermement, l'épuisement. Euh,
les conditions de vie, souvent, à un moment donné, dans les crises de la quarantaine, de la trentaine, de la cinquantaine, les gens prennent conscience, mais à quoi sert ma vie? Hmm. Ils ont eu des enfants, les enfants ont servi leur vie, hein, tout ce temps d'éducation des enfants, de prendre charge, de se responsabiliser, excuse-moi. Mais à un moment donné, quand les enfants partent, il y a beaucoup de gens qui, boum, n'ont plus les ressources. Ils savent même plus qui ils sont. C'est ça, c'est ça. Ça va jusque-là. Oui, Hmm. C'est-à-dire que les enfants ont servi de projection également pour ne pas se reconnaître, ne pas être soi, c'est quelque ça. part. Hmm. C'est ça. Ouais. Ou ça peut être aussi des deuils, la perte d'un emploi. Si je m'étais identifiée à tel emploi et qu'on me dit cet emploi est terminé pour vous, eh bien là, j'ai une perte d'identité. Hmm. Donc, la vie intérieure, notre vie, la rencontre avec soi-même, le temps d'une écoute, d'une intériorité est nécessaire et notre société n'aide pas, ne nous accompagne pas dans ce retour vers soi qui ne peut pas arriver, oui, ça peut arriver brusquement par un choc Mhm. euh, dans la vie, comme une épreuve, quelque chose qui fait que j'ai l'impression que je menais une vie avant, puis là, la vie que je vais mener elle va être différente complètement. Hmm. Voilà. C'est Mais je ne suggère pas ça à personne, je ne souhaite pas ça à personne. bien sûr, bien sûr. Excuse-moi. Voilà. C'est ça. C'est bien de maintenir une relation à soi tout en poursuivant notre vie et peut-être prendre conscience que on ne vit pas notre vie, mais on vit la vie de notre conjointe, de notre conjoint ou des gens autour de nous qui Mhm. projettent sur nous quelque chose. Hmm. Et quelque part, ce qui a été comme une protection dans la petite enfance, et à la fin devient un sac à dos rempli de pierres, C'est ça. lourd à Oui, porter, et finalement, enfin, ça nous protège plus, au contraire même, c'est ça. ça nous crée des problèmes parce qu'on est susceptible d'être en dépression, susceptible Oui. de tomber malade, puisque euh, on n'a plus cette force de porter Oui. tout l'histoire de nos parents, quelque part. De nos parents, leurs croyances, Mm. tout ce qui nous a, même la lourdeur de notre passé, à un moment donné, c'est très important de dire merci, j'ai eu un passé et je vais passer à autre À chose. autre chose. Je Mm. peux vivre ma vie différemment. Mm. Alors, Marie-Lise, pour les gens qui nous regardent, Mhm, j'aimerais, si tu le permets, euh, de revenir sur ce cas de figure où on a ces bagages qu'on porte en nous, de notre oui. histoire, de nos parents. On a été domestiqués et conditionnés, et qu'à l'âge de Mm, 40 ans, ou 30 ans, ou 50 ans, on a un déclic. Le déclic n'est pas encore avéré, n'est pas encore confirmé, euh, et on sent quand même en nous, il y a quelque chose qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche d'accéder à ce qu'on désire, c'est-à-dire être soi, faire un métier qui nous passionne, qui nous parle, qui nous mm, correspond, qui répond à nos valeurs. Et on a l'impression que on vit à côté de soi. On ne vit pas dans son oui. corps et on a quelques douleurs à répétition. On répète des schémas. Je sais pas, on sort toujours avec les mêmes personnes pour des relations amoureuses où on a tendance à choisir un patron qui va mal nous traiter. On s'auto-sabote. Bref, tout ce qui peut en nous dire il y a un truc qui ne va pas. Il y a un truc qui cloche. Mhm, Mais on est dans le déni en se disant, ouais, mais peut-être mon entourage vit la même chose, donc c'est peut-être la norme, c'est peut-être normal.
je dois continuer comme ça. Un jour, ça va changer. Un jour, ma vie s'améliorera. Et le temps passe, la vie ne s'améliore pas. Pire même, on a moins Mm. d'énergie, moins de volonté pour être soi et pour se réaliser. Donc, je pense que quand je dis ça, c'est pour que ça réveille un peu les personnes qui nous regardent en Oui. disant, bon, bah, ah oui, effectivement, je vis ça. Qu'est-ce que tu peux dire à les personnes qui nous regardent, euh, comment dire stop à tout ça et dire, OK, maintenant, je me prends en charge de manière écologique Mm. et je décide de m'occuper de ma personne et d'être soi et par quel chemin je prends pour être sur le chemin de la guérison afin de me retrouver. Eh bien, il n'y a pas Après, de formule, il n'y a pas de formule magique. magique, ça, c'est Mhm. clair. Ça se fait pas en un claquement de doigts. Oui. C'est que, comme le disait le psychanalyste Carl Gustav Jung, la vie nous amène sur un plateau d'argent les événements dont nous avons besoin pour se guérir. Et de fait, c'est qu'il y a des signes extérieurs dans notre vie qui sont là pour justement euh, nous réveiller si nous dormons notre vie. Parce que ce que tu viens de décrire, c'est vraiment dormir sa vie. Mhm. Et il y a aussi des crises, des dizaines d'âges. Il y en a que ça commence à 20 ans. Moi, j'en ai eu une énorme à 20 ans. Mais j'ai pas eu le courage de changer ma vie. J'ai même pas pensé à aller chercher de l'aide. Et la maladie est arrivée, ce qui a été un cataclysme, un déclencheur, un catalyseur pour changer. Mais ça m'a pris 5 ans avant de changer ma vie. Mhm. Alors, ça, c'est quelque chose, c'est que si je répondrais à ta question, je dirais aux gens, regardez ce qui se passe Mhm. dans votre vie. Est-ce que vous êtes bien ou si vous n'êtes pas bien, pouvez-vous l'accueillir, le reconnaître au lieu de tenter de le nier, ce que Mhm. la plupart des gens font, et vont vers des compulsions pour éviter des compensations, comme tu disais, pour éviter de De vivre vraiment leur faire émotion. face, Mhm. ouais, faire face aux frustrations, au fait qu'ils n'arrêtent pas de se compromettre pour faire plaisir, pour faire encore plaisir. Mais se faire plaisir, souvent les gens ont une image même négative d'eux-mêmes. Alors, quelquefois, les gens ont besoin d'aide dans des moments de crise ou dans des événements extérieurs qui viennent les percuter. Alors, il y en a que c'est un accident d'auto, d'autres, ça va être une chute, d'autres, ils vont se casser une jambe comme ça. Mhm. Euh, il y a pas de hasard. Mhm. D'autres, ça va être la perte d'un être cher qui va réveiller quelque chose Ouais. en soi. Et c'est important de ne pas refuser ce qui arrive et de ne pas dire oh, non, 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 je veux pas me réveiller. Ben, réveillons-nous. Mhm. C'est ça que je dirais aux gens qui nous écoutent. Réveillez-vous. Mhm. Je trouve que les événements extérieurs en ce moment sur notre planète C'est sont assez intenses Mhm. pour que on, on regarde un peu en soi comment je collabore à autant de violence, comment je collabore à cet appel de changement. Est-ce que j'aide ou est-ce que je recule et je freine? Mhm. Oui, et j'ai remarqué également que actuellement, on est, en plus des événements, mais on est distrait. On est dans une période de la vie où on a beaucoup de distractions avec toutes les séries, Netflix et autres, et beaucoup de choses qui font que bah,
quelque part, euh, on n'a plus le temps de se regarder, le oui, temps de regarder ce monde intérieur et d'aller l'explorer, puisque on est sollicité à voir le monde extérieur. Et du coup, comment on peut aider euh, mm, quelqu'un qui justement se laisse distraire par le monde extérieur pour se réveiller. Parce qu'effectivement, il y a, comme tu l'as si bien dit, il y a un réveil qui peut venir de l'extérieur, donc par un événement euh, oui, qui peut être tragique. Mais oui, comment on peut ne pas attendre cet événement ça, tragique euh, un réveil soi-même, qu'on peut se réveiller soi-même, rien oui, que déjà en écoutant cette vidéo, à dire, OK, effectivement, il y a beaucoup de choses qui résonnent en moi, je vais c'est entamer une ça, démarche pour un wake-up, vraiment un réveil que je oui. vais accompagner en douceur. Euh, comment on peut se déclencher euh, comment on peut se déclencher effectivement ce réveil sans que, je parle vraiment de ce monde intérieur, sans que ça vienne de Oui. l'extérieur de manière violente. Ah non, ben là, c'est sûr que je suis, je souhaite pas à personne de vivre des événements qui viennent nous bousculer énormément. C'est c'est mieux que ce soit nous qui osions nous bousculer. Hmm. Et donc, pour commencer un regard vers soi, bien, quelquefois, l'écriture d'un journal est importante. D'accord, l'écriture d'un journal. À OK. chaque jour, j'écris. Je prends le temps de d'écrire ce que je ressens. Hmm. Et les gens ont peur d'écrire ce qu'ils ressentent parce qu'ils ont peur de découvrir ce qu'ils ressentent. Hmm. Et que ce qu'ils ressentent n'est pas ce qu'ils expriment à l'extérieur. Ils vont dire, ça va bien quand ça va pas bien. Et ça va pas bien intérieurement. Mais ça se dit mal dans un cocktail, hein? Voilà, je suis en dépression. C'est pas, c'est pas vraiment acceptable. C'est vrai. Mais je veux dire, si moi j'écris et je garde ça pour moi, ben c'est ma relation intime. Ce qui nous manque, comme tu l'as très bien décrit dans notre société, c'est l'intimité avec nous-mêmes, Mhm. même l'intimité avec notre compagnon, notre compagne, nos enfants. Tout le monde est pris par son Internet Hmm. et vont établir de l'intimité avec les autres, hein, qui parlent de leur vie sur Internet et qui attirent Hmm. l'attention. Et bon, si on est ado, je peux bien comprendre qu'on veut imiter Rihanna ou je ne sais qui, Mhm. mais je veux dire, rendu adulte, ma vie, elle n'est pas là, elle est à l'intérieur de moi. Et c'est ça, c'est ce regard intérieur Hmm. que nous devons apprivoiser par l'écriture, par la relaxation, l'écoute d'une musique, par un temps où j'arrête d'être avec les autres tout le temps, Hmm. un temps où je m'isole Hmm. dans la nature pour me ressentir. Pour me ressentir. Je vais rebondir là-dessus. Effectivement, le temps avec soi-même, sans source extérieure pour explorer ce monde intérieur. Merci Marie-Lise pour ce témoignage. On va arriver presque à la fin. Euh, Oui, je voudrais, avant de finir, puisqu'il y a des entrepreneurs qui nous regardent également, et des gens oui, qui sont salariés, mais qui aimeraient gagner en liberté en devenant leur propre oui, patron, puisque, ils ont été peut-être cuirassés et ils ont pris un métier parce que papa et maman disaient il faut que tu deviennes médecin, alors que ce n'était pas leur vocation. Ou, non, ou un c'est autre ça. métier. Euh, alors, comment, toi, Marie-Lise La Bonté, euh, tu organises ton travail et tu organises ta réussite, puisque la réussite, c'est lorsqu'on fait avec ce qu'on a et on arrive à s'aligner avec ce qu'on a, et c'est ton cas avec les livres, les ouvrages. Mm.
Qu'est-ce que tu peux donner comme clé aux gens qui nous regardent justement pour leur dire, bah, Oui. allez-y, voilà les clés qui peuvent vous aider, comme par exemple s'écouter. Est-ce que tu peux nous donner d'autres clés, Marie-Lise Labonté? Alors, il me reste très, très peu de temps pour donner ces clés, mais une des clés les plus importantes, c'est vraiment de, à un moment donné, nous avons peur de changer. Mhm. Le changement crée de l'insécurité. Et cette insécurité, c'est tout à fait naturel qu'elle vienne parce que nous changeons nos repères. Mhm. Mais si je développe une relation intime avec moi et que je suis en confiance en moi, je vais pouvoir entrer dans le changement Mhm. professionnel, familial, s'il y a lieu, de lieu même, euh, avec un accompagnement. Je suis mon intuition, je suis, je sais pas d'être juste rationnel et logique, c'est impossible. J'ai Mhm. besoin de mon monde intuitif, j'ai besoin de ma créativité et j'ai besoin de prendre le risque de continuer à vivre différemment. Mhm. Et prendre le risque, ben là, dans notre société, il y a tellement d'insécurité qui est projetée sur les gens qui habitent les différents pays que les gens ont peur de changer. Sauf qu'on ne peut pas se guérir, disons que si tu souffrais d'une maladie ou si moi je souffrais d'une maladie, on ne peut pas se guérir sans changer des choses dans sa vie. Mhm. Alors, peut-être de contempler quels sont les comportements un peu destructeurs que j'entretiens, à peut-être être frustré, je ne sais pas combien d'heures dans une profession qui ne me convient plus, et commencer à contempler un changement s'il y a lieu de carrière, de profession, d'oser, puis d'en parler avec les gens très proches de soi. Euh, c'est vraiment d'oser risquer. Mhm. Et la vie est mouvement. Donc, si nous essayons d'arrêter le mouvement de la vie, ben, on va se bloquer. Mhm. Ouais. Alors, c'est respirer, prendre le risque, non pas de façon fou, mais je veux dire, d'écouter justement peut-être une voix VOX intérieure qui dit, c'est le temps de changer. Et Mhm. pas attendre qu'arrive un incident qui nous oblige à changer. En tout cas, merci pour ça. Merci. On peut retenir, donc, pour conclure, euh, alors, s'écouter, il est essentiel Oui, de se dégager du temps avec soi-même, oui, aller marcher dans les bois, sans écouter oui. de la musique ou quoi que ce soit. C'est vraiment écouter le silence et Oui. aussi oser, puisque la vie est mouvement. Donc, si vous ne changez rien, bah forcément, vous n'attirez pas La à vie, vous le changement et donc le mouvement. ça. Donc, osez le mouvement. Marie-Lise Labonté, merci beaucoup. Je rappelle Merci, ton livre Mohamed. Traverser la nuit noire de l'âme et renaître à soi chez Guy et Daniel, l'éditeur. Donc, Oui. c'est un livre incroyable. Moi, je l'ai lu et je vous recommande ce livre. Je vous mettrai le lien sur la chaîne YouTube. Vous allez pouvoir aller voir les séminaires que Marie-Lise Labonté propose. Marie-Lise, le dernier mot de la fin, je te le laisse. Oh mon Dieu, merci, Mohamed. C'est bien, justement, je voudrais répéter que la vie est mouvement et se permettre euh, non pas un mouvement effréné qui nous étourdit et nous éloigne de soi, mais se permettre d'écouter le mouvement aussi intérieur en harmonie avec une expression extérieure et ne pas laisser dire ben, la vie va décider pour moi. Non, comme tu le nommais, Mohamed, c'est vraiment de, de suivre le mouvement qui est en soi avant toute chose. Merci beaucoup. Merci à toi. Et Merci. à N'hésitez pas à mettre des bientôt. commentaires, à poser des questions.
sur ma chaîne Mohamed Silla Coaching, eh bien, nous aurons le plaisir de vous répondre. Merci, merci Marie-Lise et à bientôt. Merci, Emmanuel. À bientôt. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, go.